Salut à tous, je me suis dit que cette première liste de Didier Deschamps était l'occasion de faire un bilan de la saison des internationaux français, mais aussi des joueurs qui pouvaient prétendre à cette première convocation. Ça fait beaucoup de monde, donc on n'a pas le temps de niaiser, on y go. Bien évidemment, on doit commencer par le capitaine de l'équipe et ex-sosie de Pierre Palmade, celui que toutes les femmes trouvent magnifique sans que nous comprenions pourquoi, Hugo Lloris. Et cette saison, il a été extrêmement solide sur sa ligne, même si son coude ne peut pas dire la même chose. En même temps, c'est logique, il a pas de bouche. C'est simple, si on en croit les post-shot expected goals, il a pris seulement 2/3 des buts qu'il devait. En revanche, c'est pas nouveau, mais ça reste un gardien à l'ancienne qui reste sur sa ligne. Et même si son pourcentage de passes longues réussies est particulièrement flatteur, son jeu au pied reste limité et n'est pas une qualité chez lui. Malgré cette faiblesse, sa place de numéro 1 ne souffre d'aucune contestation. Le numéro 2 au poste, Mandanda, a connu une deuxième jeunesse en 2019-2020, on va pas se mentir grâce à son régime, et depuis qu'il a ses 10 kilos en moins, il envoie du lourd. Deschamps a choisi de prendre Maignan en troisième gardien. Pourtant, en 2019-2020, il a marqué le pas, son niveau de shot stopping est retourné à la médiane. Globalement, il a semblé moins fort qu'en 2018-2019, mais est-ce que pour autant, quelqu'un aurait dû lui prendre cette troisième place? Un seul gardien français a fait significativement mieux que lui, enfin si on en croit les statistiques, c'est Gauthier Larseneur. La question qui se pose, c'est est-ce que ça aurait du sens de sélectionner un gardien qui a joué le maintien pour sa première saison en Ligue 1 et qui a donc une expérience limitée de l'élite. En plus de ça, autant il a été exceptionnel les 6 premiers mois, mais à partir de la fin décembre, il a été un peu moins impérial. Je pense qu'a priori, il n'y a pas d'énorme scandale. Si on passe ensuite aux défenseurs, le frère de Miss Nord-Pas-de-Calais 2019 a fait une saison solide au Real Madrid sans que ce soit non plus incroyable, et ça se voit dans les statistiques. Même s'il a connu un cauchemar face à Manchester City, ça ne justifierait pas de remettre en question son statut. En parlant de défenseurs centraux français qui ont connu un cauchemar, on peut passer à Clément Langlais, qui quand il ne s'amuse pas à imiter une otarie, est un défenseur relanceur intéressant. Comme le montre la catégorie stopper, il récupère beaucoup de ballons dans les pieds adverses. En revanche, il est dans les 5% des défenseurs qui se font le plus passer par un adversaire, lorsqu'on ramène ça au temps passé à défendre. Ça me semble relativement inquiétant, peut-être qu'il a tendance à trop sortir de sa défense, mais après peut-être que c'est une consigne tactique liée à son partenariat avec Piqué. Son concurrent dans la liste, c'est Kimpembe, et forcé d'admettre qu'il a un radar hyper similaire avec les mêmes faiblesses, mais j'ai tendance à penser que Kimpembe, lui, élève son niveau dans les rencontres importantes et effectivement prend par-dessus la jambe certaines rencontres de championnat. Enfin, le nouveau venu de la liste, c'est Dayot Upamecano. Il est annoncé depuis longtemps comme étant l'un des cracks qui monte et il n'y a pas de doute là-dessus, son radar est très intéressant. Aucun scandale dans le fait qu'il soit sélectionné. En défense centrale, celui qui toque à la porte, c'est Emerick, et effectivement, les statistiques le trouvent très intéressant même s'il revient d'une grosse blessure. Après, est-ce qu'il y a un scandale absolu dans sa non-sélection? Pas forcément. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose où c'est du 50-50 avec Kimpembe et l'anglais, mais que vu ses déclarations, tant que ce sera du 50-50, ce sera toujours celui qui sera oublié. Bon, là c'était la partie facile, mais on va passer maintenant au poste où il y a eu beaucoup plus de polémiques, les latéraux. Lucas Digne est une des rares satisfactions à Everton, mais il faut faire attention à son radar. Ses statistiques en termes de création de passes et de passes décisives potentielles sont légèrement boostées parce que c'est un tireur de coups de pied arrêtés, ce qui n'est pas commun à ce poste. Le prédécesseur de Maxwell Cornet a lui aussi été appelé, et clairement au poste de latéral gauche il y aura bagarre, parce qu'il a fait une saison remarquable au Real Madrid, même s'il est en dessous de ce qu'il a produit à Lyon. Ce qui est plus bizarre en revanche, c'est de prendre un troisième latéral gauche, en plus de ça, un qui n'est pas dans une forme physique incroyable. Alors certes, on peut dire Lucas Hernandez joue aussi défenseur central, mais on a déjà 4 défenseurs centraux, donc en prendre un cinquième, est-ce que ça a forcément beaucoup de sens? Et si l'idée c'est qu'on va jouer avec 3 défenseurs centraux, dans ce cas-là, pourquoi ne pas prendre Aymeric Laporte, qui a été plus performant depuis son retour de blessure? Et ce choix est particulièrement perturbant parce que de l'autre côté, on se retrouve avec seulement Léo Dubois. Alors, est-ce que Léo Dubois, c'est l'arbre qui cache la forêt des latéraux droits mauvais? Bah pas vraiment, il est moyen, et surtout, en sélectionnable, il y a Nordi Mukiele qui ferait complètement le taf. Surtout si une défense à 3 est envisagée. Et enfin, si Didier Deschamps a fait un pacte avec le diable où il faut absolument un troisième latéral gauche qui s'appelle Hernandez dans le groupe bleu, pourquoi pas avoir appelé Théo? Il a fait une très belle saison à l'AC Milan, alors certes il défend pas aussi bien que son frère, mais il a un apport offensif assez incroyable. Et par exemple face à la Suède où probablement on va avoir beaucoup le ballon, avoir un latéral qui sait apporter devant, qui va créer des décalages en plus, ça semble tout bénef. Il y a eu aussi des choix forts au milieu de terrain. Déjà c'est la fin de l'histoire d'amour entre Dédé et Blaise Matuidi. Comme je l'ai déjà dit, il y a absolument pas de scandale là-dedans. Son radar nous fait comprendre pourquoi la Juve s'est débarrassée de lui. Malheureusement, c'est plus le joueur que c'était. Et je pense que les supporters de l'OL ont été très soulagés quand il a signé à Miami. L'autre grosse histoire au milieu de terrain, ça a été tous les cas de Covid qui nous ont touchés. Donc d'abord Paul Pogba, qui comme vous le voyez par rapport à son radar 2018-2019, s'est créé moins d'occasions de but cette saison. Et c'est logique car depuis son retour de blessure, il a joué un rôle plus reculé, étant donné que l'équipe avait moins besoin de lui dans la surface
surface qu'auparavant. Autre joueur qui a le corona, c'est Tanguy Ndombele, et lui malheureusement souffre aussi d'une maladie qui dure en général 18 mois, qui s'appelle une mourinite aiguë, qui empêche les joueurs de football de s'exprimer, donc on lui souhaite beaucoup de courage. Et enfin, le dernier qui a subi le Covid, c'est Oussem Aouar, et décidément, il a pas le droit de jouer en équipe de France, c'est pas possible. En tout cas, très clairement, ces trois-là postulaient à une place dans l'équipe. À cause de ça, le seul indiscutable disponible, c'est Kanté. J'ai vu que certains évoquaient le fait qu'en plus de ça, il vivait pas sa meilleure saison, mais comme vous le voyez, il y a rien d'inquiétant. Il a toujours une activité défensive débordante, comme il est pas maladroit avec ses pieds, il ne se limite pas à ça. Selon mes petits radars, le deuxième meilleur milieu de la liste, et ça me fait très chier de le dire, c'est Adrien Rabiot. Vu qu'il fait ça en plus à la Juve, pas trop de raison de pas le prendre sportivement parlant. En revanche, vu les déclarations en continu de son clan, et quand je dis son clan, c'est surtout sa mère, je ne vois pas ce qu'il a fait pour montrer que humainement, il a changé. Après, quand on est obligé de sélectionner Moussa Sissoko, qui a pas été impressionnant avec Tottenham, Steven Nzonzi, qui, alors, sur un faible temps de jeu, a fait du Nzonzi à Rennes, j'imagine que dans ce contexte-là, c'est difficile d'être très regardant sur la morale des gens. Le dernier prix au milieu, c'est Eduardo Kawabanga, qui devrait bien s'entendre avec Mbappé. Comme je l'ai dit précédemment, ses stats sur la saison dernière sont pas si impressionnantes que ça. Après, quand on voit ses pics de performance, comme ce qu'il a fait l'année dernière face au PSG, ou bien ses 2 premiers matchs de la saison, on peut se dire que c'est qu'une question de temps pour qu'il soit complètement légitime dans cette équipe. Et finalement, pourquoi attendre pour l'intégrer au groupe France, vu que ça semble inévitable? Surtout qu'on peut ajouter que les joueurs qui se distinguent statistiquement comme étant plus méritants sont pas forcément beaucoup plus légitimes. Déjà, j'en parle souvent, mais Angelo Fulgini, en termes de statistiques, il est très intéressant, mais vu qu'il ne concrétise pas ce qu'il fait et qu'il le fait qu'à Angers, il n'y a pas de scandale qu'il soit pas sélectionné, c'est même complètement normal. Le deuxième qui se distingue, c'est Jean Rickner Bellegarde, mais là on est sur un milieu de Strasbourg qui n'a même pas l'équivalent d'une demi-saison de L1 dans les jambes, donc pareil, il est pas légitime pour l'équipe de France. Si on va dans des clubs plus huppés, les milieux centraux intéressants statistiquement, ce sont Valentin Rongier, qui se distingue par l'intensité de son pressing, il est dans les 2-3% les plus actifs d'Europe. Après, il ne fait rien d'autre à un top niveau, et en plus de ça, il a été maladroit toute la saison dans ses frappes. Et enfin, dans le marasme monégasque, Bakayoko a été intéressant, il a eu une belle activité, mais il fait rien non plus de transcendant, donc c'est pas choquant qu'il ne soit pas là. Ensuite, au poste de milieu offensif ou d'ailier, on est obligé de parler du streamer Fortnite Grizzly eSport, qui vit une saison compliquée à Barcelone, et c'était prévisible vu qu'il joue dans les mêmes zones que Messi, et donc il a été utilisé à contrepoids, on lui a demandé de prendre la profondeur alors qu'il est plus trop capable de le faire car il a baissé en explosivité, et du coup par rapport à son style, il ne participe plus du tout au jeu, ce qui est complètement contre nature pour lui. Le deuxième appelé dans ces postes-là, ça a été Jonathan Iconé, il a clairement moins réussi cette saison que la précédente, et c'est donc un peu une surprise qu'il reste dans le groupe France. J'imagine qu'il est très sympa pour la vie de groupe, pour jouer au ping-pong, pour amener le petit café, mais en tout cas, sur le terrain, il garde toujours les mêmes défauts et il a un peu perdu ses qualités, c'est-à-dire il crée moins pour les autres qu'auparavant, et face au but, il est toujours aussi inefficace. Enfin, pour jouer entre les lignes, l'appelé de dernière minute, ça a été Nabil Fekir, et son radar est à l'image de sa saison au Betis. Il a essayé de prendre le ballon, d'y aller tout seul et de marquer. Ça a marché de temps en temps, mais pas suffisamment pour justifier ce style de jeu. Mais est-ce que ces joueurs-là avaient des concurrents sérieux? Eh bien, le premier qu'on doit évoquer, c'est la légende du PSG, Christopher Nkunku, qui au Red Bull Leipzig a servi de couteau suisse, et partout où il a été utilisé, il a été hyper efficace. En revanche, faut noter qu'en Ligue des Champions, il a rien réussi à faire, peut-être signe d'une certaine limite lorsque le niveau s'élève. Le jeune espoir de la Fiorentina, Franck Ribéry, a été nommé meilleur joueur par les supporters de la Fio, et a raison. Mais blague mise à part, j'ai pas trop suivi sa saison, mais je pensais pas que statistiquement il avait fait quelque chose d'aussi complet. C'est assez incroyable pour son âge, et finalement c'est dommage qu'il ait pas décidé de revenir en France. Il est encore capable de beaucoup de choses. En tout cas, beaucoup plus que Wang ou Houdin. Enfin, une autre légende marseillaise au palmarès bien garni d'une Coupe de la Réunion rejoint cette liste, c'est Dimitri Payet, et son radar correspond exactement à ce que vous attendez. Un joueur qui crée beaucoup, mais qui n'est plus très mobile, même s'il a encore une petite capacité de dribble. On doit ensuite parler des nombreuses avancantes qui ont été pris par Didier Deschamps, et le premier, c'est évidemment celui qui nous a fait gagner la Coupe du Monde 2018, Olivier Giroud. Pour la première fois depuis très longtemps, il mérite sa sélection. Sur ce qu'il a montré post-corona avec Chelsea, il a joué à un niveau très élevé, il a été hyper utile pour son équipe, efficace face au but, et il s'est créé beaucoup d'occasions. Bref, c'est un choix difficilement critiquable. Ensuite, évidemment, Donatello mérite sa place complètement en équipe de France. Il est encore incroyable cette saison, même si en championnat il a été un peu feignant au pressing. Il sait le faire quand il faut, et à n'en pas douter, il pourra marquer quand il le faudra, car on n'affrontera pas Neuer cette fois. La sélection de Wissam Ben Yedder ne souffre d'aucune contestation. Il le mérite sur son énorme saison à Monaco. C'est un profil un peu atypique. Est-ce qu'il peut être bien utilisé en équipe de France? C'est pas sûr,
mais juste au mérite, y a pas de doute qu'il doit être là. Le dernier appelé, ça a été Anthony Martial, et là je suis très surpris de son radar, il m'a beaucoup impressionné sur ses derniers matchs, mais après quand on y réfléchit, c'est vrai qu'il y a eu toute une période où il a joué sans Bruno Fernandes et Pogba à Manchester United, et où le jeu était stérile et dégueulasse. Lui-même a des phases dans le jeu où il semble un peu disparaître. En plus de ça, de temps en temps, il a été amené à jouer sur un côté. Bref, il y a beaucoup d'explications sur pourquoi son radar ne correspond pas à ceux dont on se souvient de lui plus récemment. Du coup, la discussion pourrait se poser avec des joueurs qui ont été plus réguliers que lui. Tout d'abord, Marcus Thuram de Mönchengladbach, qui a joué à gauche et dans l'axe, et qui, comme vous le voyez, a réussi à tout faire. Il s'est complètement adapté à la Bundesliga, et il a montré que c'était pas un simple tireur de penalty. Son collègue en attaque, Alassane Plea, lui aussi réussit une super saison. Il est bien loin le temps où son jeu s'est résumé à des appels hyper tranchants dans le dos de la défense, qui se transformaient en 1 contre 1 face au gardien, et qui se finissait avec une frappe toute molle écrasée. Enfin, celui dont les Lyonnais crient le nom depuis tant d'années, c'est Alexandre Lacazette, et effectivement, il a fait une saison complète. Après, est-ce que cette année, il est vraiment suffisamment au-dessus du lot pour revendiquer une place en équipe de France? Pas forcément. Enfin, comme exercice de pensée, je me suis dit quel pouvait être le profil qui manquait à cette équipe, qui pourrait apporter quelque chose de supplémentaire. Je me suis dit que ce serait assez intéressant d'avoir un faux neuf qui aurait beaucoup d'expérience, par exemple qui pourrait jouer au Real Madrid, et du coup il serait très fort dans la conservation de balles, tout en participant à la création, et ses décrochages permettraient à Mbappé de prendre la profondeur, mais il serait aussi capable de marquer en finissant lui aussi dans la surface. Bref, malheureusement ce profil n'existe pas, mais ça reste une pensée intéressante. S'il y a des joueurs qui selon vous auraient mérité d'être appelés, et que je n'ai pas évoqué dans la vidéo, dites-le moi en commentaire, et les 5 premiers noms, je mettrai leur radar sur mon compte Twitter, @i11versus11. A bientôt dans une prochaine vidéo.